Dr Dutch, vous êtes un pionnier de la médecine esthétique en France. Qu'est-ce qui, selon vous, a marqué le véritable départ de cette discipline? Alors, pour moi, le véritable départ, ça a été l'arrivée du collagène injectable. 1982, Carol Burke, l'américaine qui arrive avec son collagène d'origine bovine. Enfin, on a un traitement pour les rides. Jusqu'à maintenant, on bidouillait un petit peu sur les rides, on faisait des peelings, mais on n'avait rien pour vraiment combler les rides. Et là, ça a été vraiment un apport fondamental parce qu'on a une technique efficace qui répondait vraiment à un besoin très particulier. À l'époque, maintenant ça a changé, mais à l'époque c'était des rides le public était focalisé sur les rides. Donc là, on avait une réponse précise et efficace. Voilà. Vous parlez du long chemin pour faire reconnaître la médecine esthétique. Quels obstacles avez-vous rencontrés au début? La difficulté pour faire reconnaître la médecine esthétique dès le départ, c'était que quand on regarde le chemin parcouru par la chirurgie esthétique, on se rend compte du chemin qu'il fallait parcourir pour la médecine esthétique. C'est-à-dire que l'esthétique, dans la chirurgie, ça a été très difficile à être accepté. C'était des chirurgiens plastiques reconstructeurs, mais pas esthétiques. Il a fallu que les chirurgiens créent une société privée, qui n'était pas sous l'impulsion d'ailleurs du professeur Elbaz, où ils ont ajouté esthétique pour créer de l'esthétique et tout doucement le faire apprécier. Et un jour, rajouter le mot esthétique à chirurgie plastique reconstructrice. Il n'y avait pas le mot esthétique. Donc, tout ce qui était un petit peu esthétique était un peu, voilà, un peu transmis. Alors, la médecine esthétique qui arrive, alors on pensait bien que là, déjà, ils avaient du mal à faire intégrer l'esthétique dans la chirurgie. Alors, la médecine esthétique, pour eux, c'était presque du charlatanisme dans les instances académiques, universitaires, et les spécialités, pour eux, voilà, c'était des commerçants qui voulaient se faire de l'argent. Voilà. Hein. Donc ça a été le principal obstacle. Le deuxième obstacle, évidemment, important, c'est qu'il y avait peu de médecins esthétiques, il y avait peu d'offres. Hein. Donc, ayant peu de médecins esthétiques, quand on disait qu'on fait de la médecine esthétique, les gens disaient ah, chirurgie esthétique. Pour eux, ça n'existait pas la médecine esthétique. Donc, il fallait expliquer, oui, mais dans toutes les spécialités, par exemple en gastro-entérologie, vous avez des gastro-entérologues, vous avez des chirurgiens digestifs. Donc, vous avez des cardiologues, vous avez des chirurgiens cardiaques, cardiovasculaires. Donc, dans toutes les spécialités, il y a une part chirurgicale et médicale. Mais c'était tout un travail de pédagogie, donc tout le monde, même les journalistes, ils confondaient tout. Enfin bon, on était pas nombreux. Et parmi le petit nombre de médecins esthétiques qui se déclaraient médecins esthétiques, il y avait aussi, franchement, des gens pas très, disons, qui pensaient plutôt à se faire de l'argent, faut avouer. Et ceux-là, ils se médiatisaient beaucoup. Alors que les gens sérieux, un petit peu, dont je faisais partie, ne se médiatisaient le moins possible, ou d'une façon sérieuse, mais eux, vraiment, ils sortaient des techniques absolument pas approuvées. Donc ça perturbait aussi l'image de l'esthétique dès le départ. J'ai dit, oh oui, c'est des gens qui cherchent à faire de l'argent, à se faire connaître dans les médias. Donc voilà. Donc les deux choses, ça a été l'esthétique à être reconnue comme une composante de la médecine. Et d'ailleurs, l'Académie de médecine, quand elle a été interrogée, elle a répondu toutes les spécialités devraient être esthétiques. Donc, il n'y a pas à créer l'esthétique, puisque toutes les spécialités devraient s'occuper d'esthétique. Bon. Donc, voilà, le mot esthétique, c'était très compliqué. Vous avez travaillé avec le docteur Jean-Jacques Legrand et d'autres pionniers. Quel rôle ont joué ces rencontres dans la structuration de la discipline? Le génie de Jean-Jacques Legrand, ça a été dès le départ euh, de coopérer avec des dermatologues et des chirurgiens. Alors, ce n'était pas encore des têtes de la chirurgie et de la médecine et de la dermatologie, mais c'était déjà des gens qui étaient déjà bien installés, tout à fait respectables. Et donc, dès le départ, d'ailleurs, au départ, il s'est associé, il a démarré avec Patrick Rabineau, qui était dermatologue, qui faisait de la chirurgie capillaire, la chirurgie dermatologique. Il y avait aussi Jean Harouet.
Donc, c'était des dermatologues qui faisaient de la chirurgie dermatologique, et puis quelques chirurgiens. Et puis ensuite, ça a basculé au moment où le docteur Mouly, qui était le président de la Société de chirurgie plastique, est venu au congrès. Donc là, les chirurgiens, du coup, n'ont plus d'hésitation, ils sont venus. Donc dès le départ, c'était cette idée qu'il ne fallait pas faire un congrès, enfin la Société française de médecine esthétique et son congrès, c'était pas les médecins, c'était toutes les spécialités et surtout les deux spécialités phares, chirurgie et dermato. Et c'est grâce à cela qu'il a pu mettre tout ça sur les rails et montrant petit à petit que l'esthétique s'était fondée sur la science et que c'était sérieux. C'est pour ça que le docteur Mouly est venu et d'autres ensuite, le professeur Elbaz, etc. Donc la science, donc cette coopération avec les autres spécialités, la caution scientifique, voilà. Et ce sont les deux choses essentielles qui ont fait le succès de la société française et du Congrès. Les chirurgiens ont apporté aussi pour nous tout ce qui était l'anatomie, hein, l'anatomie appliquée, hein, donc c'était très important puisqu'on commençait à toucher un peu le corps, et donc il fallait avoir tous ces principes anatomiques dont les chirurgiens nous ont apporté ça. Ils nous ont aussi nous fait comprendre des indications chirurgicales, de telle sorte qu'on ne parte pas aussi dans des délires en médecine, que quand il faut donner la parole aux chirurgiens, on le fasse, on leur envoie les patients quand c'est nécessaire. Les dermatologues, la science de la dermatologie, la science de la peau. Donc, tous ces apports scientifiques ont consolidé évidemment la médecine esthétique et le congrès. Selon vous, comment la perception de la médecine esthétique a-t-elle évolué auprès des patients et du corps médical depuis les années 70 ? Au point de vue médical, j'en ai un petit peu parlé, hein, c'est-à-dire que c'est l'évolution des sciences, hein, et puis de la science appliquée à l'esthétique, qui a été très très importante et qui a donc donné une vision différente des sociétés de spécialistes qui étaient en place. Qui a dit oui, c'est pas des rigolos, c'est pas des charlatans, c'est pas des commerçants, c'est des gens qui veulent apporter un bien-être à leurs patients, qui veulent contribuer évidemment à la santé générale, et puis au vieillissement, aux conséquences du vieillissement, etc. Donc petit à petit auprès des médecins, on a parfois eu du mal, hein. Moi je rencontrais des médecins, ils disaient c'est quoi, enfin, un peu méprisant. Voilà, nous on fait de la vraie médecine, enfin bon. Il a fallu progresser doucement. Au niveau des patients, je dois dire que c'est un peu la médiatisation. Et grâce à la médiatisation, parce que sinon, c'est pas le petit nombre de gens traités en médecine esthétique, ça évolue doucement. L'offre était limitée. Moi, quand j'ai commencé à former les médecins, on n'était pas très nombreux. Donc, l'offre étant limitée, il fallait se faire connaître. Et donc, et c'est là où il y a eu des abus de médiatisation, bien sûr, mais on a fait des choses. Moi, je suis passé très souvent à la télévision, je suis passé à différentes émissions, dont un débat d'ailleurs, un grand débat où il y avait des chirurgiens, dermatologues, des professeurs, où j'ai participé à un long débat. J'ai aussi été en reportage sur des techniques. Bon, mes confrères l'ont été aussi, et donc on a pu montrer que des médecins s'intéressaient, avaient des techniques à proposer. Donc, oui, la médiatisation a été très importante. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait passer par des médias traditionnels, qui étaient la radio, la télévision, les journaux, les magazines, etc. Voilà. La création de la SFME et du GRAM a été clé pour la formation des praticiens. Quel enseignement en tirez-vous pour la formation continue aujourd'hui ? J'en tire la conclusion que la formation, ça donnait vraiment une impulsion et ça donnait aussi l'envie. Je revois encore des médecins là, dans les couloirs du congrès là, aujourd'hui qui me disent, quand je suis venu à un atelier, une formation, d'un seul coup, j'étais porté vers ça. J'ai un confrère qui me dit, un jour tu avais organisé un cours de phlébologie esthétique avec le professeur Benamou d'ailleurs, qui faisait partie de mon conseil scientifique à l'époque, déjà, Albert Claude. Et il m'a dit, mais j'ai eu la révélation et je me suis mis à faire de la phlébologie et du vasculaire.
Pour moi, voilà. Donc, il y en a d'autres. Je connais un médecin qui était du côté de la frontière espagnole, qui m'a dit, mais finalement, j'aurais dû faire chirurgie parce que tu m'as appris des techniques un petit peu médico-chirurgicales. Il m'a dit, ça m'intéresse. Comme en France c'était un peu bloqué, il est allé en Argentine se former en chirurgie. Il est revenu avec les accords entre l'Argentine et l'Espagne. Il s'est installé en Espagne et comme l'Espagne c'est la communauté, il a pu revenir aussi en France comme chirurgien. Voilà. Donc il y a eu des vocations, hein, il y a eu beaucoup de vocations. Cette envie, quoi, cette envie d'aller plus loin. Et puis je crois que c'est un devoir, le devoir de formation, le devoir de connaissance. C'est très important et si on ne l'a pas, il ne faut pas faire ce métier. Voilà. Maintenant, les médecins qui se sont tournés vers la formation, comme moi, dès le départ, pourquoi on l'a fait? Cette envie de transmettre notre expérience, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde l'a pas. Il y en a qui sont égoïstes. Moi, j'ai rencontré à l'époque des médecins qui avaient des nouvelles techniques. J'allais leur dire, ça serait intéressant que vous puissiez parler en congrès de votre... ils cachaient tout, ah ben non, parce que c'est leur petite clientèle, leur petit truc secret, enfin bon. Donc il faut avoir cette envie de transmettre, c'est très important, tout le monde l'a pas. Et puis il y a un intérêt, alors on me disait, ah oui mais tu crées des concurrents. Hein. Quand on transmet, on crée des concurrents et après, bon, le gâteau diminue. Hein. Oui, mais d'un autre côté, cette transmission fait que il y aura plus d'offres, donc automatiquement il y aura plus de connaissances des techniques qui existent, donc de consommation. Donc, et puis on se fait connaître, on a une aura, on est respecté dans le métier. Donc il y a d'autres bénéfices indirects. Donc pour celui qui fait cette transmission, je pense que c'est très valorisant. Et puis, bon, bah, il fait son devoir aussi. Hein, voilà. Et donc je pense que la formation continue, ben, elle doit s'inscrire un petit peu dans cet esprit-là. Il faut qu'elle soit de qualité, il faut qu'elle soit complète. Là où, pour l'instant, on va être dans une période intermédiaire, puisqu'il n'y aura pas de médecin esthétique, puisque ça n'existe pas encore, il faut attendre les diplômés, il n'y aura pas de médecin esthétique formateur, enseignant, il y aura que des dermatos et des chirurgiens qui parfois ont une vision un peu, parfois limitée, par exemple dans l'anti-âge. Donc est-ce que cette formation continue actuellement va être complète? Je n'en sais rien. Mais à l'avenir, je l'espère, quand il y aura les premiers médecins esthétiques qui seront enseignants, oui, ça évoluera, je pense. Selon vous, quelle technique a le plus transformé la pratique? Comme par exemple le collagène, la toxine botulique ou autre? Alors je pense, j'y ai réfléchi, quand je réfléchis bien, je pense que c'est vraiment l'acide hyaluronique réticulé. C'est-à-dire donc le successeur du collagène. Pourquoi? Parce que ça couvre vraiment un domaine très large. C'est accessible vraiment même à un débutant de médecine esthétique et c'est tellement fin que pour un expert qui sait s'en servir, donc c'est aussi du domaine de l'expertise, c'est du domaine du débutant, c'est très large et ça couvre énormément de choses. Ça couvre le visage, mais ça couvre le corps aussi. Hein, puisque là, je viens d'avoir un confrère qui me parlait, qui fait énormément d'augmentation fessière, du volume des fesses avec la chirurgie, il en fait énormément. Donc il y a le corps aussi. Pourquoi? Alors l'acide hyaluronique, c'est non seulement un comblement, mais c'est également quelque chose qui va modifier la morphologie. Donc ça ne va pas, comme le collagène, simplement combler les rides. Et puis, il va y avoir un effet anti-vieillissement parce qu'on s'est aperçu qu'en injectant d'une certaine façon, eh bien, on modifiait la modulation musculaire, c'est-à-dire que les muscles allaient se réguler au niveau contraction. Souvent, en vieillissant, soit ils se contractent trop, soit ils se relâchent trop, ça dépend des zones. Et l'acide hyaluronique, bien utilisé, soit en dessous du muscle, soit au-dessus du muscle, module cette tonicité musculaire et donc lutte contre le vieillissement. Et moi, j'ai la surprise de voir énormément de patients que je suis depuis plus de 30 ans, ils ont très peu vieilli. Ceux qui ont reçu de l'acide hyaluronique régulièrement, en fait, c'est comme si ça avait tenu leur tissu et que les muscles s'étaient habitués. Il y a vraiment un effet sur le long terme, alors que je ne pensais pas qu'il y aurait cet effet à long terme. Et il y a cet effet à long terme.
Donc, ça couvre beaucoup de zones de l'esthétique, comblement, anti-vieillissement, morphologie, correction. Voilà. Donc, je pense que c'est l'élément fondamental. Ouais. Associations et syndicats ont soutenu la médecine esthétique. Quelles leçons en tirez-vous de sa reconnaissance officielle? Alors, parlons déjà des médecins esthétiques. Alors, moi je dis toujours que les médecins esthétiques ont l'art de se tirer des balles dans le pied, euh, car ils sont parfois responsables du fait que ça a tellement traîné pour avoir un diplôme. Certains ont donné une mauvaise image à la médecine esthétique, d'autres n'ont pas voulu s'agglomérer au syndicat ou à la société, jouer indépendant ou jouer seul. Euh, et donc, les autorités, aussi bien ordinales qu'administratives, y allaient sur la pointe des pieds. Et souvent aussi, il y avait des contradictions. Alors, on crée d'autres syndicats, d'autres sociétés. Enfin, au lieu de se rassembler, on se divisait avec des fois des injonctions de certains, comme si on était puissant et qu'on obtiendrait tout de suite, voilà, avec des délires. Voilà. Donc il y a eu quand même, les médecins ont eu l'air quand même de se tirer les balles dans le pied. Voilà. Bon, déjà. Euh, ensuite, bah, les autres spécialités se sont dit, oh là là, des médecins esthétiques, ils vont nous bouffer la concurrence, ils vont nous prendre des parts de marché, puis après ils vont se prendre pour des chirurgiens, surtout quand tu as commencé la lipoaspiration. Beaucoup de médecins comme moi ont fait des lipoaspirations sur anesthésie locale. Ça a vraiment... puis pour les chirurgiens, c'était le pain quotidien, quoi. Donc ça... Ils ont vu ça très très mal. Ils ont d'ailleurs fini par le faire, par bloquer ça par juste un décret par une loi de Kouchner qui disait que seuls les chirurgiens avaient accès au bloc opératoire. Donc ça a coupé court. Moi j'étais actionnaire d'une clinique où j'opérais régulièrement. Du jour au lendemain, je pouvais plus entrer au bloc. Voilà. Donc ils ont réussi leur coup. Donc voilà, ils sentaient que ça débordait, et donc on n'était pas vu d'un très bon œil surtout par les syndicats chirurgiens, syndicats dermatologues. Ensuite, la haute administration. Alors la haute administration, la direction générale de la santé, moi je l'ai connue, je l'ai fréquentée. C'est des gens c'est comme toutes les grandes administrations françaises, ils ont leur politique, puisqu'ils sont inamovibles, quel que soit le gouvernement. Ils ont leur propre politique, et quand la politique change, que ce soit gauche, droite, si c'est en contradiction avec leur propre politique, ils freinent, puis ils attendent les élections suivantes. Alors, ils font des commissions, ils demandent des avis, voilà. Tout ça pour traîner, voilà. Donc, et c'est pour ça que ça traîne d'année en année, d'année en année. Après, les politiques. Alors, les politiques, c'est encore autre chose. C'est, ah oui, c'est une très bonne idée, etc. La médecine esthétique, oui. D'ailleurs, ma femme, la femme du président, se fait traiter. J'en ai rencontré une chez un confrère. Je suis un médecin esthétique. Bon, il n'y a pas qu'elle, il y en a nombreux, dont des présidents. Oui, c'est une très bonne idée. Bon, on prépare ça, et puis par exemple, Monsieur de Villepin fait une dissolution. Ça devait être organisé. Bon, voilà, dissolution, il y a une autre partie politique, on recommence tout, et rebelote. Et la cycle est reparti, voilà. Et puis, le politique, il dit, oh là là, mais je viens de prendre le pouvoir, mais j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de ça. Et c'est pour ça que ça a mis tant de temps. Ça a mis tant de temps, et c'est pour ça qu'à la fin, moi, j'ai laissé tomber le syndicat, etc. J'ai dit, je laisse à l'autre. À d'autres, j'ai suffisamment passé de temps et d'énergie. et on passe le bébé aux autres. Et à eux de jouer. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Le concept de médecine esthétique noble et crédible que vous défendez, comment se traduit-il concrètement dans la pratique quotidienne des médecins? Alors, pourquoi noble? Parce que noble, ça s'adresse finalement à des besoins de plus en plus pressants
de la population. Jadis, bon, l'apparence, l'être bien dans son corps, esprit et corps, bon, et ça a pris beaucoup d'importance dans les médias, dans le travail. L'apparence a pris énormément. Et puis, les gens se sont identifiés aussi à des personnages. Et puis, on a vu aussi que on pouvait ralentir. Il y avait des artistes ou des stars qui vieillissaient très bien, qui étaient très belles à 70 ans, 80, pourquoi pas moi. Voilà. Et puis, c'est l'adéquation de son vieillissement, mais on se voit vieillir, mais on est jeune en soi-même. Donc, il y a cette souffrance. Donc, on a répondu à toute cette souffrance. Et d'ailleurs, la définition de la santé de l'OMS, c'est être bien dans sa tête et dans son corps. Et donc, on a répondu à ça. Et en fait, dans la médecine, c'était un peu compartimenté. Il y avait le corps, et puis il y avait les psychiatres et les psychologues pour l'esprit. Voilà. Et quelque part, nous, on fait cette jonction. Voilà. Donc, c'est la noblesse de notre travail de s'intéresser à la fois au corps, à l'esprit, et en même temps songer au vieillissement de la personne, la suivre, et c'est ça l'intérêt, parce que moi je vois 30, 35 ans, 40 ans après, je vois les gens, ils ont bien vieilli, quoi. Ils sont contents, ils sont bien dans leur peau, dans leur corps. C'est pour ça que c'est noble. Voilà. Pourquoi visible? Parce qu'il faut qu'elle se fasse connaître. Très longtemps, malheureusement, on me disait à chaque fois, et encore maintenant, des fois dans les soirées, je dis médecin esthétique, ah oui, chirurgie esthétique, encore actuellement, énormément dans la population. Vous dites médecin esthétique, on dit, vous faites de la chirurgie, qu'est-ce que vous pensez de mon lifting, etc. Bon, donc donc il y a une confusion. Donc il faut que la médecine esthétique soit visible. Et là, il faut qu'elle passe par effectivement les réseaux sociaux, les médias, les interviews, voilà. C'est très important. Que les gens aussi disent j'ai été content, j'étais satisfait, voilà, qu'il y a un retour. Et ça, c'est la visibilité, comme la chirurgie esthétique a été visible, il faut que la médecine esthétique soit visible également par ses résultats. Voilà. Alors, crédible. Alors, pour qu'elle soit crédible, il fallait faire des congrès scientifiques où des autres spécialités viennent nous critiquer, viennent nous argumenter. Donc, il y a cette confrontation et qui fasse avancer le schmilblick. Et ça, c'est très important, qu'il y ait de la science. Et qu'on ne peut pas faire des actes qui ne sont pas contrôlés par la science. Voilà. Sinon, on fait n'importe quoi. Voilà. Vous avez observé l'internationalisation de la médecine esthétique. Quelles influences étrangères ont le plus marqué la pratique française? Alors moi, je dirais sans équivoque les États-Unis. Les États-Unis, ça c'est clair. C'est eux qui ont vraiment donné cette impulsion esthétique. Moi, je me souviens, je suis allé en 1992 au congrès de l'Académie américaine de dermatologie. Pourquoi? Parce que la dermatologie française, il n'y avait rien en esthétique. Il y avait des grands congrès de dermatologie, il y avait rien. On ne parlait pas d'esthétique. Donc, à l'Académie américaine de dermatologie, il y avait des sessions entières sur l'esthétique. Et en 92, il y a eu la première présentation de la toxine botulique par le couple Caro-Peters. Il y a eu la première présentation de l'acide hyaluronique injectable, le Hyalurane. Il y a eu les premières présentations des peelings légers à l'acide glycolique, etc. Ils ont donné, moi je suis revenu de là-bas, j'ai dit, mais ça y est, j'ai de l'acide hyaluronique, j'ai la toxine botulique, j'ai les peelings légers. Voilà. Après, il y a eu les lasers. C'est le déferlement de lasers américains. Moi, j'ai appris les lasers, je suis allé au Canada dans les années 95, apprendre la greffe de cheveux à Montréal, et là, j'ai vu dans la clinique des lasers cohérents. Le type, il faisait des blépharoplasties, il était médecin, il n'était pas chirurgien. Blépharoplastie au laser cohérent CO2. J'ai fait des vidéos, j'ai regardé ça, j'ai vu Benjamin Hacher, je travaillais dans sa clinique, je lui ai dit, Benjamin, si tu veux être des leaders, il faut acheter des lasers. Il m'a dit, je lui ai dit, ils font des blépharoplasties au laser. Il me dit, tu sais, moi, blépharoplastie, j'ai l'habitude. Je lui ai dit, oui, mais que tu aies l'habitude, c'est pas un problème, mais là, il y a quelque chose de nouveau,
Et puisque tu veux être leader, il faut que tu ailles là-dessus. Ah bon, tu crois? Ben, je lui ai montré tout. Et il a acheté les premiers lasers. C'est pour ça que HR, finalement, un peu grâce à moi, je l'ai poussé en disant, il faut qu'on ait des lasers parce que voilà, c'est l'avenir. Donc, c'est en allant aux États-Unis, au Canada, qu'il y a eu cette impulsion, il y a eu ces nouveautés. Voilà, c'est de là sont venues vraiment l'impulsion et les influences étrangères. Après, il y en a eu d'autres, mais elles sont secondaires. Elles sont secondaires. C'est vraiment les États-Unis qui ont impulsé ça. Maintenant, il y a un peu la Corée avec les films, etc. Maintenant, les Coréens sont très inventifs. Donc, ils prennent un petit peu aussi. Mais enfin, ça reste quand même les États-Unis, les pionniers quand même. Ouais. Avec la multiplication des fausses injections et des centres locaux, comment assurez-vous la protection des patients grâce à la formation et la régulation? Les fake injectors, l'histoire de tous ces fake injectors, de tous ces gens qui s'improvisent injecteurs, peeling, etc. C'est dû à quoi? C'est dû à un manque de régulation. Voilà, tout simplement. Alors, on a instauré un mode de régulation pour la médecine, mais rien à côté. Voilà, rien à côté. Et comme on parle esthétique, avec des esthéticiennes qui n'étaient pas médecins, donc esthétique, ah bah oui, mais c'est pas de la médecine. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, souvent des fake injecteurs, ils disent, c'est pas de la médecine, c'est de l'esthétique. Voilà. Donc il y a ces médecins, chirurgiens, de dire, attention, il y a de l'esthétique, des petits soins, etc., qui peuvent être faits effectivement par des non-médecins, mais dès qu'il y a une effraction, qu'il y a quelque chose, voilà, c'est médical. Et voilà, et c'est un exercice illégal et c'est dangereux d'attribuer à quelqu'un d'autre. C'est un problème de régulation générale et d'application de la loi. Et voilà, et on s'aperçoit quand même que les procureurs sont très. Il faut vraiment qu'il y ait des plaintes de patients, des plaintes assez graves pour que ça bouge. Et encore, moi j'ai eu le cas d'une dame avec un nom célèbre de Bretagne qui a été voir un non-médecin, qui était l'assistant d'un chirurgien plasticien d'une clinique parisienne. Et il allait dans un institut d'esthétique faire des injections. Voilà. Et il faisait de la toxine botulique d'ailleurs. Et elle a une complication. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait injecté. On n'a jamais su. Je lui ai dit, il faut que vous portiez plainte. Finalement, elle me dit, oui, mais ça me compliqué de porter plainte. Je lui ai dit, écoutez, je vous écris le papier, etc., et vous allez déposer plainte. Elle a déposé plainte. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu de poursuite. Donc, tant que les autorités ne bougent pas, nous, si vous voulez, on rame. Hein. Et puis le Conseil de l'ordre, il ne peut rien faire parce qu'il faut qu'il y ait aussi des plaintes. Donc, voilà, il faut que les patients portent plainte. Il y a une grosse mobilisation en disant, voilà, il y a un problème de santé publique majeur. Sinon, ça bougera, comme toujours, très, très, très lentement, quoi. Hein, et je pense qu'elles ont malheureusement... Quand on voit là, c'est Questemont, là, je l'écoutais sur les complications. Il y a une fille, je sais pas, dans le sud, qui est sur les réseaux sociaux, elle a été condamnée à une petite amende de rien du tout. Et elle a repris son activité sur les réseaux sociaux, elle continue. Les sanctions sont légères. Elle gagne des fortunes. Pourquoi voulez-vous qu'elle arrête? Donc voilà. Donc nous, alors Questemont dit qu'il faut que chacun mette sur un réseau social en disant ce sont des actes médicaux. Oui, mais enfin bon, ça, voilà. Il faut que l'ensemble de la société bouge, quoi. Et qu'on n'assimile pas esthétique à petits soins d'esthéticienne. Voilà. Il y a deux parties de l'esthétique. Il y a une partie vraiment médicale, il y a une partie chirurgicale, et puis il y a une partie non médicale, qu'il faut définir. Ouais. Depuis la reconnaissance officielle du diplôme de médecine esthétique en 2025, observez-vous un impact sur la discipline et la qualité des soins prodigués? Pour l'instant, pas énormément. Pas énormément, mais je pense que les médecins, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de diplômé, n'importe quel médecin peut faire des soins esthétiques. Bon, rien ne lui interdit de le faire.
Ils peuvent faire une ordonnance, s'acheter à la pharmacie des produits injectables et les injecter. Mais je pense que le fait qu'ils savent qu'il y a un diplôme qui est créé, qu'il y aura des diplômés oui, et des validés qui ne pourront faire que ça et les autres ne seront plus assurés dans leurs actes, parce que c'est l'assurance qui est importante. Donc ils ont le devoir de s'assurer. Si l'assurance leur dit vous n'avez pas le diplôme, le fait est que comme ils savent ça, ils ont tendance à se former, à mieux se former, aller dans les sessions de laboratoire, etc. Ils ont plus tendance, ouais, actuellement, à aller aux formations et à faire des choses sérieuses. Voilà, c'est un peu actuellement. C'est une période transitoire, mais je pense que ça les amène à réfléchir sur leur activité et à mieux se former, hein, même pour débuter. Moi, j'ai vu la session hier de débutants, c'était plein, hein, la salle était pleine. Comme on débutait en médecine esthétique, la salle était pleine. Donc ils ont conscience que voilà, faut faire un effort. Si vous deviez résumer en une phrase votre vision de l'évolution de la médecine esthétique, depuis vos débuts, quelle serait-elle? Je dirais que la médecine esthétique, au départ, elle est née presque d'une intuition. Une intuition qu'il fallait faire ça, qu'il y avait un manque cruel. On ne répondait pas à certaines attentes des patientes, on y répondait de façon négligée ou négligeable. Et du coup, ça favorisait aussi justement des charlatans, où ces gens se faisaient abîmer par des charlatans. Donc, au départ, c'est une intuition qu'il fallait aller dans cette direction-là. Puis après, il y a eu l'enfance, hein, les premières techniques, etc. Avec le collagène, ça s'est amélioré. Après, il y a eu l'adolescence, avec un peu foufou, la médecine esthétique, un peu d'ailleurs comme la chirurgie esthétique au début, hein. Elle est partie dans plein de voies, des fois un peu osées. J'aurais des exemples que je pourrais donner. Et puis, elle est arrivée maintenant à l'âge adulte. Voilà, elle est arrivée à l'âge adulte avec un diplôme, avec la science, avec voilà, bien encadré, bien régulé. Et elle va être bien régulée, j'espère. Maintenant, il lui reste à bien vieillir et peut-être ne pas vieillir, voilà, et rester voilà, comme l'est la chirurgie plastique, toujours évoluer, toujours le meilleur, voilà, pour nos patients. Avec votre rubrique L'histoire de la médecine esthétique dans Héritage Magazine, quel message souhaitez-vous adresser aux nouvelles générations de praticiens? Pour moi, cette rubrique, c'est vraiment, pour moi, c'est essentiel le témoignage. D'ailleurs, l'histoire de toutes les disciplines est très importante. Je discutais avec le docteur Flagel, qui est chirurgien plasticien et qui était expert auprès des tribunaux, la Cour de cassation, donc le plus haut niveau, et il me disait, je suis passionné de l'histoire de la chirurgie, et même de l'histoire en tout court, parce que ça nous fait comprendre comment on est arrivé là, et ça nous permet d'avoir un tremplin sur le futur. Voilà. Et je lui disais, mais moi j'ai compris la physique nucléaire, l'astronomie, etc., en regardant l'histoire des techniques et en comprenant comment on est arrivé à ces concepts de physique qui sont des concepts difficiles. Donc si on les aborde comme ça, on n'y comprend rien. Mais si on regarde l'histoire et comment on est arrivé à ces concepts, oui, on comprend. Eh bien, c'est la même chose pour la médecine esthétique. Je pense qu'il faut qu'on voit comment on est arrivé là. C'était difficile au début, on a tâtonné. Là, on leur donne maintenant aux médecins des choses on a mis du temps à comprendre comment il fallait faire et pas comme ça. Donc, ils ont tout de suite le plateau, quoi, le repas tout prêt. Mais nous, voilà, il y a eu tout ce cheminement. Je pense que eux aussi, les nouveaux auront un cheminement à faire. Et donc, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un cheminement et il y a un travail à faire de perfectionnement, d'avancer, de trouver aussi des nouveaux concepts, des nouvelles techniques. Voilà. Donc, je pense que ça s'inscrit là-dedans dans une continuité. Et c'est très important, d'ailleurs dans toutes les disciplines, hein, d'avoir des témoignages et d'avoir l'histoire des techniques en général. Voilà.
Selon vous, quel rôle un média comme Héritage peut-il jouer dans la transmission de la mémoire et de la culture dans la médecine esthétique? Alors, héritage, je pense qu'il s'inscrit dans cet esprit-là. On a besoin de support. On a besoin de support pour transmettre ça. Alors, un livre, il est distribué d'une façon limitée, mais un magazine, en plus assez luxueux, etc., il est prestigieux. On le lit, c'est pas trop long et on peut le reprendre. Bon, c'est quelque chose de facile, de maniable, et on a envie, enfin, en fait, susciter l'envie de lire la rubrique suivante, etc., etc. Donc c'est bon pour le magazine, c'est bon aussi pour l'histoire, parce que voilà, et les deux choses se complètent parfaitement. Ouais. Quels conseils donneriez-vous aux lecteurs pour s'inspirer du passé tout en innovant, afin de valoriser le savoir-faire français en médecine esthétique? J'identifie arbitrairement 3 éléments. Un, l'humilité. Je pense que les plus grands chirurgiens, médecins, sont des gens humbles. Ils n'ont pas l'ego surdimensionné. Ils savent leurs limites, ils connaissent leurs limites, ils savent qu'il y a encore beaucoup de choses et ils ne pensent pas de tout savoir. Voilà. Donc c'est l'humilité. Et l'humilité, ça amène à la curiosité. Et la curiosité, c'est la base du savoir, c'est aller chercher les connaissances, etc. Et ça, c'est très important. Et la troisième chose, c'est l'opiniâtreté. Être pédiatre, ne jamais laisser aller jusqu'au bout des choses, ne laisser jamais tomber quelque chose qu'on n'a pas bien compris, voilà, il faut aller toujours essayer d'aller jusqu'au bout. Donc l'humilité, l'opiniâtreté et la curiosité, voilà, à mon avis, c'est les 3 choses très importantes. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce support et vous a convaincu d'accepter notre proposition de rubrique dédiée à l'histoire de la médecine esthétique? Le support, c'est déjà qui est nouveau. Okay. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau, on peut se dire qu'on va pouvoir aussi apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Et parce que souvent, un magazine, il a un ADN particulier, voilà. Mais quand on a un héritage, on peut lui donner peut-être une impulsion différente et des choses un petit peu nouvelles. Voilà, c'est intéressant. Le fait qu'il soit un peu prestigieux, qu'il soit beau, qu'il soit bien présenté, on a envie d'être dedans. Et puis, troisièmement, il y a mon intérêt propre, c'est-à-dire je me dis, ouais, je vais écrire l'histoire de la médecine esthétique, mais qui va le lire, quoi, parce que c'est tellement... Bon. Mais là, peut-être que, voilà, sous forme de rubrique, ça va pouvoir être transmis tranquillement, être lu par un grand nombre. Donc finalement, c'est bon pour tout le monde, quoi. Voilà.